À 4 heures du matin, le 16 août 2025, une frontière cède sans bruit. 57 camions arrêtés, plus de 700 millions de dollars d'armes saisies. Et pourtant, un paradoxe surgit. Empêcher une attaque révèle l'ampleur d'une faille déjà ouverte. Ce moment oblige chaque citoyen à se demander ce que signifie vraiment la sécurité et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve soudain face à une épreuve qui dépasse une simple interception. Cette nuit-là, le destin du Burkina Faso bascule. Cette analyse vise à clarifier ce qui est réellement en jeu pour l'État burkinabé et pour ceux qui y vivent. L'objectif est simple et concret. Comprendre comment une interception frontalière peut devenir un test de souveraineté, de crédibilité institutionnelle et de stabilité à long terme. En suivant les faits vérifiés, sans extrapolation inutile, le lecteur accède à une lecture structurée des risques, mais aussi des marges de manœuvre qui s'ouvrent après la crise. L'enjeu dépasse l'arrestation de chauffeurs ou la saisie de cargaisons illégales. Il touche à la capacité d'un pays à protéger ses frontières, à maîtriser son récit face aux pressions extérieures et à rassurer sa population dans un contexte régional instable. Ce dossier permet aussi de mesurer les conséquences possibles sur l'économie, les alliances diplomatiques et la cohésion sociale, trois piliers souvent fragilisés lors de chocs sécuritaires majeurs. En suivant ce fil, chacun peut saisir ce que cette nuit révèle sur la résilience de l'État et sur les choix stratégiques qui s'imposent désormais, au-delà de l'émotion immédiate. Pour clarifier, les 57 camions n'ont jamais formé un convoi unique, mais ont convergé depuis plusieurs axes distincts, selon une coordination invisible. Cette donnée, confirmée dès l'aube, change immédiatement la lecture des faits et introduit une échelle bien plus large que celle d'un simple trafic frontalier. Ibrahim Traoré est informé de ce détail clé avant même la fin des premières inspections, car il conditionne toute la qualification de l'événement. Très vite, les équipes comprennent que l'itinéraire n'est pas improvisé. Les véhicules ne se rejoignent que sur la dernière portion de route. Une méthode classique pour éviter la détection prolongée. Les premières vérifications de numéros de série révèlent des provenances multiples. Libye, Moyen-Orient et circuits européens. Cette dispersion géographique exclut une organisation locale isolée et suggère un réseau structuré, capable de financer, stocker et déplacer des arsenaux complets sans attirer l'attention. Dans ce contexte, la découverte ne se limite plus à des armes dissimulées sous de l'aide humanitaire. Elle met au jour une mécanique transnationale, déjà observée dans d'autres zones instables, où la logistique précède toujours une tentative de basculement politique. Les enquêteurs retracent alors les flux financiers associés, reliant plusieurs capitales régionales et des places bancaires internationales, ce qui renforce la thèse d'une planification sur plusieurs mois. Pour clarifier, chaque donnée doit être isolée, vérifiée, puis recoupée pour éviter toute contamination du récit. Cette exigence ralentit la communication officielle, mais solidifie le dossier. Le premier élément révélateur est désormais clair. L'interception n'est pas la fin d'une opération, mais le premier indice visible d'un dispositif beaucoup plus vaste, pensé pour tester la capacité de résistance de l'État burkinabé. Au cœur de l'opération, un acteur de terrain s'impose comme point d'ancrage du récit, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région concernée. Depuis des années, il observe les flux ordinaires de marchandises et les irrégularités mineures qui signalent un passage suspect. La nuit du 16 août, ce sont des détails précis, synchronisation des véhicules, absence de phares sur certains tronçons, régularité anormale des vitesses, qui déclenchent l'alerte. Ces signaux faibles, pris isolément, pourraient passer inaperçus. Combinés, ils dessinent une intention. Sous son commandement, l'intervention est rapide et méthodique. Les équipes bloquent les issues secondaires, immobilisent plusieurs camions presque simultanément et sécurisent les conducteurs sans escalade inutile. L'ouverture des premières caisses provoque un basculement immédiat. Des armes neuves, emballées de manière industrielle, apparaissent sous des sacs d'aide humanitaire. L'effet est double.
Sur le terrain, les soldats comprennent qu'ils ont intercepté bien plus qu'un transport illégal. À l'échelle institutionnelle, la découverte impose une requalification instantanée de la menace. L'impact précoce se mesure aussi dans la chaîne décisionnelle. Informé heure par heure, Ibrahim Traoré exige la conservation stricte des preuves et l'isolement des témoignages pour éviter toute narration préfabriquée. Cette consigne, simple en apparence, protège l'enquête d'éventuelles contestations juridiques ultérieures. Elle installe également un signal clair. L'État privilégie la solidité des faits à la rapidité de l'annonce. Dès ses premières heures, l'interception cesse d'être un succès tactique ponctuel. Elle devient un révélateur de vulnérabilité structurelle et un test immédiat de la capacité de coordination entre terrain, renseignement et pouvoir central. L'enjeu se précise, comprendre l'ampleur réelle de ce qui vient d'être évité. Le déclencheur paraît d'abord presque banal. Un signal radar irrégulier, une heure inhabituelle, une trajectoire qui ne correspond pas au schéma connu. À 4 heures précises, les premières unités frontalières ferment les accès principaux. En quelques minutes, les routes secondaires sont neutralisées, les patrouilles avancent par segments courts et les communications sont verrouillées. Cette phase initiale, rapide et silencieuse, empêche toute dispersion. Elle transforme une suspicion diffuse en action coordonnée. Sur le terrain, l'ordre est clair. Immobiliser sans provoquer, observer avant d'exposer. Le pic survient lorsque la fouille commence. Un camion est arrêté, puis un deuxième, puis un troisième. En moins d'un quart d'heure, la totalité de la file est immobilisée. À l'ouverture du premier conteneur, les soldats y découvrent des caisses, scellées dissimulées, sous des sacs d'aide humanitaire. Les verrous cèdent, des fusils d'assaut apparaissent, rangés par couches compactes, des grenades, emballées comme des produits industriels, des roquettes alignées avec une précision méthodique. La scène ne ressemble plus à une saisie classique, mais à un dépôt militaire reconstitué sur roues. Le choc est immédiat, mais contenu par la discipline. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit le rapport initial presque en temps réel. Sa première décision n'est pas spectaculaire, mais structurante. Sécurisation totale du périmètre. Aucune destruction de preuves. Aucun usage de la force inutile. Cette instruction se diffuse rapidement dans la chaîne de commandement. Les forces spéciales sont dépêchées. Les équipes médico-légales prennent position. Chaque caisse est photographiée. Chaque numéro de série consigné. La temporalité s'étire. Ce qui devait être une opération courte devient un processus minutieux. Les répliques commencent avant même la fin des inspections. À la mi-journée, les drones verrouillent la zone et confirment l'absence d'itinéraire de fuite. Les conducteurs, interrogés séparément, livrent des récits étonnamment similaires, signe d'une narration apprise. Cette rigidité narrative alerte les enquêteurs. Elle suggère une structure de commandement invisible, conçue pour compartimenter l'information et limiter les défections. En parallèle, de nouvelles ouvertures de camions révèlent une ampleur bien supérieure aux estimations initiales. Arsenaux complets, munitions massives, armements lourds. L'affaire change de dimension. La cellule de crise est alors convoquée. Les itinéraires des camions couvrent un mur entier, reliant plusieurs points de convergence régionaux. Les premières corrélations apparaissent. Les discussions se tendent. Les responsables comprennent qu'ils n'ont pas seulement stoppé un trafic, mais probablement empêché l'amorce d'un basculement violent. Dans les villages voisins, la nouvelle se propage. La peur se mêle à un sentiment de fierté contenue. Les répliques finales se déploient dans la nuit suivante. Des perquisitions ciblées sont lancées, des entrepôts dissimulés sont identifiés, des arrestations ont lieu. Chaque élément confirme la même lecture. L'interception n'est pas un incident isolé, mais l'ouverture visible d'un dispositif planifié. À ce stade, la ligne des événements est claire. Le déclencheur a révélé une mécanique. Le pic en a exposé l'ampleur. Et les répliques imposent désormais
une question centrale. Comment un tel dispositif a-t-il pu approcher si près sans être détecté plus tôt? Pour clarifier, des saisies ponctuelles, limitées, rarement coordonnées, souvent mesurées en dizaines d'armes. Le écart apparaît dès l'ouverture systématique des caisses, lorsque les volumes recensés dépassent immédiatement les seuils connus. Ce basculement impose une lecture chiffrée, car les nombres, ici, ne décrivent pas seulement l'ampleur, ils changent la qualification de la menace. Informé en continu, Ibrahim Traoré demande que l'analyse privilégie la comparaison avec les standards antérieurs, afin d'éviter toute interprétation émotionnelle. D'abord, 25 000 fusils AK-47 issus de stock post-conflit. Ce volume équipe plusieurs brigades et modifie instantanément l'équilibre tactique local. Jusqu'alors, les saisies habituelles contenaient quelques dizaines d'armes, parfois une centaine lors d'opérations exceptionnelles. Passer à un ordre de grandeur aussi élevé transforme la lecture opérationnelle. Un tel stock ne sert ni l'autodéfense opportuniste, ni la revente fragmentée. Il suppose une planification, une capacité de stockage préalable et des destinataires structurés. Pour les analystes, ce chiffre seul suffit à exclure l'hypothèse d'un trafic artisanal. Ensuite, 10 000 fusils M16 provenant de circuits occidentaux. Une origine multiple prouve un réseau capable d'absorber plusieurs filières simultanément. La coexistence d'armements d'origines différentes, mais en état quasi neuf, révèle une sophistication logistique rare dans la région. Elle implique des financements importants, des intermédiaires fiables et une synchronisation fine des livraisons. Là encore, la comparaison avec le passé est décisive. Les circuits locaux peinent déjà à sécuriser une filière unique, encore moins à en agréger plusieurs sans fuite d'informations. Enfin, plus de 400 missiles anti-aériens découverts scellés. Cette capacité neutraliserait l'aviation et ouvrirait une fenêtre stratégique décisive. Ce chiffre change la nature même du dossier. Les armes légères alimentent son sédiment des combats. Les missiles redessinent en tas un rapport de force nationale. Leur présence implique une intention de contrôle de l'espace aérien, même temporaire, condition préalable à toute opération de renversement durable. Les experts se soulignent qu'un tel arsenal n'est jamais mobilisé sans objectif politique clair. Pris ensemble, ces trois mesures suffisent à établir un saut qualitatif. La situation de référence, des saisies limitées, irrégulières, est remplacée par un écart massif, cohérent et coûteux. Les volumes sont homogènes, les conditionnements standardisés, les provenances diversifiées. Cette combinaison statistique est rare et reconnaissable. Elle correspond aux signatures observées dans d'autres théâtres de déstabilisation, où la logistique précède toujours l'offensive politique. Face à ces données, Ibrahim Traoré ordonne un croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires. L'objectif n'est pas l'annonce rapide, mais la consolidation méthodique. Les chiffres deviennent alors des preuves opposables, capables de soutenir une lecture juridique et diplomatique. Il verrouille l'angle récit contre la minimisation comme contre l'exagération. En définitive, les nombres ne sont pas accessoires. Ils tracent une frontière nette entre un incident et une opération prépositionnée. La situation de référence rassurée par son caractère routinier. Le écart impose une vigilance d'un autre ordre. C'est à partir de cette rupture chiffrée que l'enquête change de statut et que les décisions suivantes prennent une portée stratégique durable. Deux lectures opposées s'affrontent désormais pour interpréter l'interception des camions. La première, souvent avancée par des commentateurs extérieurs, soutient que l'événement a été amplifié. Selon cette thèse, l'État burkinabé aurait exagéré l'ampleur de la menace afin de consolider son autorité interne, resserrer l'appareil sécuritaire et marginaliser des oppositions politiques. Les partisans de cette lecture invoquent un argument récurrent. Un pouvoir fragilisé aurait intérêt à dramatiser une saisie pour transformer un succès tactique en levier politique. Dans cette optique, les annonces publiques s'en serviraient davantage la cohésion interne que la description fidèle des faits.
La seconde thèse adopte une perspective inverse. Elle considère l'interception comme la manifestation visible d'une ingérence extérieure structurée. Pour ses défenseurs, l'ampleur des volumes, la diversité des provenances et la sophistication logistique dépassent largement les capacités de réseaux locaux. Cette lecture s'appuie sur des précédents régionaux où des flux d'armes comparables ont précédé des tentatives de renversement politique. Ici, l'événement n'est pas grossi. Il est au contraire perçu comme un signal tardif d'une opération engagée depuis plusieurs mois, voire plus. Pour évaluer ces deux hypothèses, l'analyse factuelle impose un tri rigoureux. D'abord, les chiffres établis lors de l'enquête ne sont pas déclaratifs. Ils résultent d'inventaires physiques, photographiés, consignés et recoupés. Les volumes recensés excèdent de plusieurs ordres de grandeur les saisies habituelles, ce qui affaiblit l'idée d'une simple dramatisation. Ensuite, les origines multiples des armements, issus de zones et de circuits distincts, rendant improbable une fabrication locale du récit. Une amplification politique n'explique pas la cohérence logistique observée sur le terrain. Par ailleurs, les flux financiers associés, retracés sur plusieurs juridictions, constituent un élément difficilement simulable. Ils exigent des capacités de coordination et de dissimulation qui dépassent que les besoins d'une mise en scène interne. Enfin, la temporalité de l'opération. Convergence tardive des camions, compartimentation des rôles, uniformité des récits et des chauffeurs correspond à des méthodes documentées dans des opérations transnationales réelles. Dans ce cadre, la réponse de l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, apparaît moins comme une exploitation politique que comme une tentative de verrouillage méthodologique. La prudence procédurale, la conservation des preuves et la lenteur volontaire de la communication vont à l'encontre d'une stratégie de simple amplification médiatique. Ainsi, si les deux thèses méritent d'être entendues, la balance factuelle penche clairement vers l'hypothèse d'une opération coordonnée. Ce n'est pas l'intention politique qui qualifie l'événement, mais la cohérence vérifiable des éléments matériels. La question se déplace alors. Comment ce type de dispositif a-t-il pu se structurer sans être détecté plus tôt par les mécanismes régionaux de prévention? À ce stade de l'enquête, un élément discret fait basculer la compréhension globale. Les documents et métadonnées récupérés ne décrivent pas seulement des dates de transport, mais une séquence d'actions synchronisées. Les mouvements des camions, les réservations logistiques et les flux financiers s'alignent sur une fenêtre temporelle précise, courte, pensée pour précéder une phase politique critique. Cette révélation transforme la lecture. L'arsenal n'était pas destiné à être stocké longtemps, mais à être activé rapidement. Les analystes notent que la convergence tardive des véhicules n'est pas qu'une astuce d'évitement. Elle permet aussi d'ajuster le calendrier en temps réel, de retarder ou d'accélérer l'opération selon le contexte régional. Cette flexibilité temporelle est caractéristique d'opérations planifiées pour exploiter une opportunité politique, plutôt que de soutenir un conflit prolongé. Le matériel, neuf et standardisé, confirme cette logique d'usage immédiat. Informé de cette lecture, Ibrahim Traoré comprend que l'interception n'a pas seulement empêché une attaque matérielle, elle a rompu une séquence. En coupant le flux à ce moment précis, l'État a désorganisé une chaîne d'événements conçue pour produire un effet de surprise maximale. Le cœur du dossier se déplace alors. Il ne s'agit plus seulement d'armes ou de réseaux, mais de timing stratégique. Ce révélation centrale éclaire rétrospectivement tout ce qui précède. Les volumes expliquent la finalité, la coordination révèle l'intention, mais le calendrier expose l'objectif réel, créer une bascule rapide avant que les mécanismes institutionnels ne puissent réagir. C'est cette rupture temporelle, plus encore que la saisie elle-même, qui redéfinit l'impact de la nuit du 16 août. À l'échelle de l'État, la première conséquence est institutionnelle. L'interception force une révision complète des dispositifs de sécurité et de renseignement. Les autorités comprennent que la menace ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi des angles morts internes, contrôle fragmenté, échange d'informations incomplet,
dépendance excessive à des signaux tardifs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une cellule de coordination permanente est instaurée pour centraliser données militaires, financières et judiciaires. Ce recentrage ne vise pas l'exceptionnel, mais la prévention. Il s'agit de réduire le temps entre le signal faible et la décision opérationnelle, afin d'éviter qu'un dispositif comparable n'atteigne un stade critique. Pour les entreprises, l'impact est d'abord indirect, mais réel. Les secteurs du transport, des mines et du commerce transfrontalier opèrent dans un environnement où la sécurité conditionne la fluidité économique. À court terme, le renforcement des contrôles ralentit certains flux et accroît les coûts logistiques. À moyen terme, cependant, la clarification du risque améliore la prévisibilité. Les acteurs économiques savent désormais que les itinéraires sensibles sont surveillés et que les ruptures brutales sont moins probables. Cette stabilisation relative favorise les investissements prudents et limite les effets de panique souvent observés après des crises sécuritaires mal expliquées. Du côté des citoyens, la conséquence est surtout psychologique. Les images des camions saisis et des arsenaux exposés ont suscité un choc, mais aussi un sentiment paradoxal de protection. Beaucoup réalisent a posteriori ce qui a été évité. Dans les zones urbaines comme rurales, les discussions se déplacent. On ne parle plus seulement d'insécurité diffuse, mais de vigilance collective. Cette prise de conscience renforce la légitimité de l'État lorsqu'il agit de manière méthodique et transparente. Elle crée aussi une attente nouvelle, celle d'une information fiable, capable de rassurer, sans minimiser. Au niveau régional, enfin, l'impact dépasse largement les frontières nationales. Les États voisins, confrontés à des menaces similaires, lancent leurs propres audits internes. Des échanges de renseignements s'intensifient, non par solidarité abstraite, mais par intérêt partagé. L'idée s'impose que les dispositifs transnationaux ne respectent aucune frontière administrative. En réponse, une logique de sécurité collective commence à se structurer, fondée sur la détection précoce et la coordination plutôt que sur la réaction isolée. Pour clarifier, l'événement n'a pas seulement modifié un rapport de force ponctuel, il a déplacé les priorités. La sécurité n'est plus perçue comme une affaire exclusivement militaire, mais comme un écosystème impliquant institutions, économie, société et région. C'est dans cette reconfiguration, plus que dans la saisie elle-même, que se mesure l'héritage durable de la nuit du 16 août. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation progressive sans rupture majeure. Les enquêtes se poursuivent, les réseaux identifiés sont démantelés par étapes, et les mécanismes de coordination instaurés après l'interception deviennent routiniers. Si cette trajectoire se confirme, alors la pression sécuritaire demeure contenue et les tensions diplomatiques restent gérables. La vigilance accrue ralentit certains flux, mais améliore la détection précoce. Dans ce cadre, la crédibilité institutionnelle s'ancre dans la durée, à condition que la discipline méthodologique soit maintenue et que les enseignements opérationnels soient intégrés aux pratiques courantes. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage un effet d'entraînement régional. Si les audits et coopérations engagées s'approfondissent, alors la prévention collective devient plus efficace que la réaction isolée. Les échanges d'informations se normalisent, les itinéraires à risque sont surveillés conjointement et les réseaux transnationaux perdent leur avantage de fragmentation. Dans cette hypothèse, la sécurité cesse d'être un coût pur pour devenir un facteur de confiance. Les acteurs économiques anticipent moins de ruptures brutales et les institutions gagnent en capacité d'anticipation. Ce scénario suppose une continuité politique et une transparence suffisante pour maintenir l'adhésion des partenaires. Le troisième scénario, dégradé, anticipe une contre-offensive indirecte. Si des pressions extérieures s'intensifient, alors les sanctions, la désinformation ou les entraves financières peuvent créer des frictions internes. Dans ce cas, l'inflation des coûts logistiques et la fatigue sociale deviennent des risques tangibles. La sécurité absorbe des ressources croissantes au détriment d'autres priorités.
Toutefois, même dans cette trajectoire, l'expérience acquise lors de l'interception agit comme un amortisseur. Les signaux faibles sont mieux reconnus et les réponses gagnent en rapidité. À travers ces trois scénarios, une recommandation transversale s'impose. Penser en termes d'anticipation plutôt que de réaction réduit la dépendance au choc. Si l'analyse guide l'action en amont, alors les marges de manœuvre s'élargissent, même sous contrainte. L'enjeu n'est pas de prédire l'avenir, mais de préparer des réponses proportionnées à des trajectoires plausibles. Le premier cercle regroupe celles et ceux qui vivent la question sécuritaire au quotidien. Soldats en patrouille, chauffeurs de nuit, enseignants en zones exposées ou familles installées près des axes sensibles partagent une même réalité. L'insécurité n'est jamais abstraite. Pour eux, l'interception des camions n'est pas un événement géopolitique lointain, mais la preuve tangible qu'une menace immédiate a été contenue. L'effet le plus direct est ce qui est psychologique. La peur diffuse laisse place à une vigilance plus consciente, où chaque anomalie observée peut devenir un signal utile plutôt qu'un motif d'angoisse silencieuse. Le deuxième cercle concerne les citoyens burkinabés établis à l'étranger. Souvent confrontés à des récits fragmentés ou contradictoires, la diaspora observe cette affaire comme un test de crédibilité nationale. Les échanges au sein des associations, des universités ou des réseaux professionnels montrent un déplacement du débat. Il ne s'agit plus seulement de défendre une position politique, mais d'expliquer des faits vérifiables et une méthode. Cette posture renforce un sentiment d'appartenance, fondé sur la rigueur, plutôt que sur la réaction émotionnelle. Elle permet aussi de répondre aux interprétations extérieures, avec des éléments concrets. Le troisième cercle rassemble les jeunes diplômés, journalistes et chercheurs. Pour eux, l'événement devient un cas d'étude. Ils analysent en fait les mécanismes transnationaux, la compartimentation des rôles et la gestion du temps comme facteurs clés. Cette lecture nourrit une réflexion plus large sur la place de la vérification, de la donnée et de la lenteur volontaire dans la décision publique. Elle alimente également une attente nouvelle, celle d'institutions capables d'apprendre et de transmettre ces enseignements. À travers ces trois cercles se dessine un point commun. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces armées ou des dirigeants. Elle dépend de l'attention portée aux signaux faibles, de la circulation de l'information fiable et de la capacité collective à transformer une alerte en connaissance partagée. La sortie durable de crise repose sur une structuration claire des actions, conçue pour transformer une interception réussie en capacité permanente. La première étape concerne le renseignement. Chaque poste frontalier est intégré à un circuit de remontée d'informations unifié, où les signaux faibles sont consignés, comparés et transmis sans rupture. L'indicateur de suivi est simple: réduire au minimum le délai entre l'anomalie détectée et l'analyse centralisée. Cette logique privilégie la continuité plutôt que l'alerte ponctuelle. La deuxième étape porte sur les capacités opérationnelles. Les procédures d'intervention sont standardisées, non pour rigidifier l'action, mais pour garantir une coordination fluide entre unités. L'objectif mesurable est la reproductibilité, être capable de déployer le même niveau de réponse, quelle que soit la zone concernée. Les formations croisées entre forces de terrain et analystes renforcent cette cohérence, en alignant lecture stratégique et exécution locale. La troisième étape est judiciaire. Un pôle spécialisé est chargé de traiter les dossiers liés aux flux transnationaux d'armes et de financement. Son efficacité se mesure à la solidité des procédures et à leur résistance aux contestations. En isolant ces affaires complexes, l'État évite la dilution des responsabilités et accélère la transformation des preuves en décisions opposables. La quatrième étape concerne la coopération régionale. Des mécanismes d'échange continu sont instaurés avec les États voisins, fondés sur l'intérêt partagé plutôt que sur l'urgence. Le volume et la qualité des informations échangées deviennent des marqueurs de performance,
au même titre que le nombre d'opérations conjointes. Enfin, la cinquième étape s'inscrit dans le temps long. L'intégration de ces enseignements dans les programmes de formation civique vise à ancrer une culture de vigilance. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route privilégie la méthode à l'effet d'annonce. Elle repose sur une logique simple: clarifier qui fait quoi, à quel moment et comment mesurer les résultats, afin que l'exception ne redevienne jamais la norme. Dans les jours qui suivent l'opération, une image circule discrètement, loin des communiqués officiels. Celle du capitaine Musa Kaboré, tenant un fragment de métal récupéré parmi les armes fondues. Le geste est simple, presque banal, mais il condense toute la séquence. Ce morceau, autrefois destiné à alimenter la violence, devient matière brute, privée de sa fonction destructrice. Pour ceux qui étaient dans la présence cette nuit-là, il incarne ce qui a été empêché sans jamais avoir lieu. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré mesure le poids de cette transformation symbolique. Les décisions prises dans l'urgence ont désormais une résonance plus large. Il ne s'agit plus seulement d'avoir stoppé un convoi, mais d'avoir démontré qu'un État peut reprendre la maîtrise du temps, du récit et des preuves. Cette maîtrise n'efface ni les vulnérabilités ni les menaces futures, mais elle redonne un point d'appui collectif. Dans les conversations ordinaires, ce symbole revient. On ne parle plus seulement d'armes saisies, mais d'une nuit où l'attention a prévalu sur la panique. Le fragment fondu devient métaphore. La menace n'a pas disparu. Elle a été transformée en mémoire partagée. Une mémoire qui rappelle que la résilience ne naît pas de la force brute, mais de la lucidité face aux signaux ignorés trop longtemps. Cette conclusion émotionnelle ne clôt pas le récit. Elle le relie à une continuité humaine, où chaque vigilance individuelle prolonge l'acte collectif posé cette nuit-là. L'histoire du 16 août ne s'achève pas avec la fin de l'enquête. Elle continue de circuler dans les gestes ordinaires, les discussions familiales, les salles de classe et les espaces professionnels où l'on tente de comprendre ce que protège réellement un pays. Ce récit n'appartient ni aux rapports officiels, ni aux experts seuls. Il devient un repère collectif dès lors qu'il est discuté avec nuance, sans dramatisation ni minimisation.